J'ai possédé de nombreuses BMW dans ma vie et les meilleures ont toujours été les plus simples. Les voitures les plus communicatives, celles avec des boîtes manuelles, des moteurs atmosphériques. Beaucoup de voitures avec lesquelles j'ai eu des soucis avaient une suspension pneumatique, injection directe et biturbo comme le N54. Pour profiter pleinement d'une BMW neuve, choisissez le modèle le plus simple possible. Évitez d'ajouter du poids, de la complexité, de l'hybride ou de l'électrique. Toute cette technologie est formidable pendant les 3 premières années. Mais après ces 3 ans, attention. Mais je vais partager avec vous une liste de 3 toutes nouvelles BMW 2026 que je n'achèterai jamais et que j'éviterai comme la peste. Allons-y maintenant. La vie est trop courte pour des voitures ennuyeuses. J'aime conduire ma voiture, pas simplement être passager dedans. Et donc, la série 7 fait partie de ces véhicules. C'est essentiellement une limousine. Et je ne suis pas vraiment fan de me balader en limousine. Je préfère conduire moi-même, passer les vitesses et profiter pleinement de l'expérience. Et quand je parle de la série 7, je parle de toutes. La série 7 hybride rechargeable. On parle aussi de la i7 qui est basée sur le même véhicule. Beaucoup d'entre elles sont hybrides. Certaines sont à moteur thermique. Certaines ont d'excellentes chaînes cinématiques. Mais ce n'est pas qu'une question de moteur ou de boîte de vitesse, c'est tout le véhicule qui compte. Et la 740 de base vous offre un magnifique B58, la boîte automatique ZF à 8 rapports, 375 chevaux, et toutes les caractéristiques sont excellentes, sauf que la voiture pèse presque 2300 kg. C'est littéralement le poids de presque 2 Honda Civic. Avec tout ce poids à transporter, ce moteur est à peine suffisant. Mais devinez quoi ? Vous pouvez passer à une 750e, c'est ça, vous avez une version hybride. Vous avez aussi ce super petit moteur B58 avec en plus une motorisation électrique qui apporte un peu plus de puissance. Mais devinez quoi ? Toute cette puissance supplémentaire vient d'une batterie et d'un moteur électrique, ce qui vous amène maintenant à presque 2500 kg. Je veux dire, on parle du poids d'un Hummer H2. C'est extrêmement lourd et va totalement à l'encontre de ce que je considère comme la vraie expérience de conduite. Si vous voulez une limousine, il y a certainement de meilleures façons, plus économiques, de s'y prendre. Et rappelez-vous, beaucoup de ces voitures, une fois la garantie expirée, vont coûter extrêmement cher. Mais il y a une finition haut de gamme, la 760 qui propose aussi le V8 biturbo de 4,4 litres. Et on sait qu'avec les V8 de BMW, ils ont toujours eu du mal avec la fiabilité. Ils sont très amusants, comme les M550. Beaucoup de ces véhicules, notamment les M5, ont toujours offert d'excellentes performances et du punch, mais manquent un peu de fiabilité. Beaucoup de modèles de la série 7 sont extrêmement complexes. La suspension pneumatique, c'est un gros problème. Les mises à jour logicielles, les hybrides, les incohérences de charge, les dysfonctionnements des commandes de fenêtres et l'équipement de massage des sièges augmentent les risques de panne et le poids. Les systèmes iDrive, qui sont d'ailleurs probablement parmi les meilleurs du secteur, ne sont pas exempts de petits ralentissements, de problèmes ou de redémarrage nécessaires pour les remettre en marche. La durabilité des BMW modernes s'est nettement améliorée et dépasse souvent celle des Acura et Honda dans de nombreux cas. Mais elles sont complexes et le coût de réparation de l'une de ces voitures sera toujours très élevé. Les coûts d'entretien moyens d'une BMW série 7 vont dépasser de 1500 à 2500 $ par an, rien que pour la garder sur la route. Attendez d'atteindre 80 000, 100 000 ou 120 000 km et même le B58 commencera à avoir des problèmes comme les pompes à eau, les conduites de refroidissement et certains de ces coûts vont commencer à s'accumuler, sans oublier les problèmes de boîtier de filtre à huile dont nous avons tant parlé. Oui, ces problèmes vont aussi empirer. Ce ne seront donc pas des voitures bon marché à posséder ou entretenir. Cependant, Repairpel leur attribue une note d'environ 3 sur 5, un peu au-dessus de la moyenne. J.D. Power dit aussi qu'elles sont légèrement au-dessus de la moyenne, mais Consumer Reports affirme qu'elles sont légèrement en dessous de la moyenne. Et d'après mon expérience, la durabilité globale de beaucoup de ces BMW a été plutôt bonne. Elles résistent bien à la rouille et durent mieux que de nombreuses concurrentes comme Audi ou Mercedes-Benz. Les BMW sont aussi plus solides structurellement grâce à une bonne métallurgie. L'électronique est généralement plus fiable, mais les fuites de liquide de refroidissement restent un problème majeur. Les fuites d'huile, problèmes de boîtier de filtre à huile et joints de carter ou de collecteurs d'admission sont tous des défaillances possibles. Mais simplement à cause de sa complexité, de son énorme taille et poids, et du fait qu'on est tellement isolé de la route, c'est la dernière chose que je veux d'une voiture faite pour le plaisir de conduire. Je veux une voiture qui procure de bonnes sensations, qui se conduit bien et où j'ai l'impression d'être au contrôle, pas une voiture où tout est électrique. Vous savez, les mains sur une direction assistée électrique, des freins électriques, une transmission électrique, tout est électrique. Vous voyez, tout est isolé par de l'électronique et moi je veux avoir l'impression d'être mécaniquement au contrôle de ce véhicule.
Et à cause de ça, la durabilité, les coûts d'entretien élevés à mesure qu'elles vieillissent en particulier, et le fait que c'est un véritable géant, un mastodonte, je préfère largement choisir autre chose. Disons, une AMG S63 ou même une E63 serait encore plus amusante avec les anciens moteurs V8 de la génération précédente. Honnêtement, une BMW série 7 ne m'a jamais vraiment passionné. Et même si la qualité est là, je m'ennuie à mourir rien qu'en pensant à conduire une série 7 Beamer. La prochaine BMW que j'éviterai vraiment, c'est que j'ai toujours aimé conduire et adoré la M5 car, pour moi, c'est la voiture phare. Vous pensez à la E39 avec la boîte manuelle et le moteur V8 absolument magnifique. Ensuite, bien sûr, la E60 M5. J'en possède encore une aujourd'hui avec un fabuleux VDX. La fiabilité, ce n'est pas incroyable. Quoi ? La boîte de vitesse SMG était un peu maladroite, mais elle convenait à ce moteur et c'était unique en son genre. Inspiré de la Formule 1 avec une vitesse de pointe de plus de 320 km/h et le son était incomparable. Elle sonnait même mieux que les Lamborghini d'alors. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les problèmes de fiabilité l'ont rattrapé et ils sont passés à autre chose. Les émissions, le PA et bien sûr la transition vers la standardisation de beaucoup de leurs produits. BMW est passé à la FDX, bien sûr, ils avaient toujours une excellente boîte à double embrayage. Je pense que c'était la meilleure boîte de vitesse disponible sur une BMW M5. Cela dit, mais ils avaient aussi une boîte manuelle à 6 vitesses, disponible dans la FDX M5, qui était en fait un V8 biturbo, et c'était une fusée. J'adore cette voiture. Et c'était vraiment l'une de mes M5 préférées après la E60, puis est arrivée la F90, la dernière génération de la BMW M5, et c'était toujours essentiellement une voiture thermique. Elle avait le glorieux S63, un V8 biturbo de 4,4 litres qui produisait bien plus de 630 chevaux, et même au-delà. C'était une véritable fusée. J'ai essayé cette voiture et j'en suis tombé amoureux. Sa transmission intégrale commutable la rendait pratique et très rapide. C'était selon moi le meilleur compromis entre praticité, performance et connexion avec la voiture. Maintenant, il y a la M5 actuelle avec laquelle je ne veux rien avoir à faire. Elle enlève tout le plaisir de conduire. Elle est rapide comme l'éclair. Oui, c'est comme monter à bord d'un avion de chasse furtif. On décolle et la poussée est absolument immense. Elle va complètement dominer l'ancienne F90 M5. Elle va écraser toutes les M5 précédentes. Mais tu sais quoi ? Tu es juste passager, ce n'est pas toi qui la conduis. D'après mon expérience et mes essais avec cette voiture, on se sent vraiment déconnecté. C'est une hybride rechargeable. Et le nouveau moteur S68, qui est aussi un V8 biturbo de 4,4 litres, est incroyable et a une meilleure durabilité. Mais encore une fois, combiné à la motorisation hybride, même avec plus de 700 chevaux le fait, et qu'elle est presque 450 kg plus lourde que la génération précédente, la F90 M5, ce qui revient à mettre une Fiat 500 dans le coffre. On peut vraiment parler d'un handicap de poids. Bien sûr, elle laissera littéralement sur place toutes les M5, mais elle donne l'impression d'être complètement déconnectée de la réalité. Et c'est la dernière chose que je veux d'une M5 conçue pour le conducteur. Pensez à l'E39, puis avancez jusqu'à aujourd'hui. Et une M5 de 2026, ce sont deux bêtes totalement différentes. Vous disposez de la boîte automatique ZF à 8 rapports, aucun souci de ce côté. Le mode tout électrique offre une flexibilité pour les petits trajets en roulant uniquement à l'électrique. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser de l'essence, surtout avec le prix de l'essence aujourd'hui. Et je possède vraiment une Ferrari 296 hybride, et je pense que l'hybride a un rôle à jouer. Mais Ferrari a réduit le poids d'autres manières pour compenser le poids supplémentaire de la batterie. BMW s'est limité à ajouter technologie, batterie et moteur, ce qui a seulement accru le poids de la voiture. Et avec une consommation combinée de 14 mpge, ce n'est pas spectaculaire. Vous pouvez parcourir jusqu'à 25 à 27 miles, uniquement en mode électrique. Il y a un certain côté abordable et pratique pour les courts trajets, comme amener les enfants à l'école ou aller au travail si c'est proche. Mais tout cela est compensé par le fait que vous conduisez un tank. Certains experts classent aussi ces véhicules. Et Repairpal indique essentiellement qu'il est légèrement en dessous de la moyenne en termes de fiabilité globale. En fait, ils indiquent également qu'il y a 27% de chances de subir une panne grave, plus de 2 visites imprévues au garage pour des réparations imprévues. Et les coûts d'entretien annuels vont forcément dépasser 1 000 $ par an. Et cela va encore une fois être plus en accord avec la série 7, qui sera probablement plus autour de 1 500 à 2 000 $. Je le sais d'expérience, même avec ma petite Mercedes et beaucoup de nos autres BMW, il était impossible d'aller chez un concessionnaire BMW chaque année sans payer moins de 1 000 $. Donc cela va probablement coûter encore plus cher, probablement 2 000, 3 000 $, et attendez que les grosses réparations commencent à arriver. Là, ça devient vraiment cher. J.D. Power ne dispose pas encore de détails précis sur cette nouvelle M5, car il s'agit d'un modèle tout juste sorti.
Globalement, leurs berlines moyennes sont classées un peu sous la moyenne, tandis que Consumer Reports situe la série 5 légèrement au-dessus. Faites votre choix, tirez à pile ou face et décidez si sa durabilité vous convient. Pour moi, je suis moins enclin à trop m'inquiéter de la durabilité globale parce que quand on veut s'amuser, il faut payer. Et parfois, ça va coûter. Mais au final, le fait que ces choses soient si massives, si énormes et tellement déconnectées et isolées de la route me fait me demander quel genre de voiture c'est vraiment. Est-ce qu'elle mérite vraiment le badge M ? Certains problèmes sont prévisibles. Défaut du refroidissement de la batterie, bug logiciel en mode électrique, défaut du système de charge. Ce V8 biturbo entraînera aussi plus de problèmes d'entretien et de réparation, notamment au niveau du refroidissement, des pompes à eau et des thermostats. Ces raccords à emboîtement sont courants sur de nombreuses BMW. J'en ai remplacé plusieurs, notamment sur mon ancien N54 où c'était presque hebdomadaire, et aussi sur mon S85 pour quelques conduites de refroidissement. Il faut toujours garder cela en tête. Les fuites d'huile ou de liquide de refroidissement seront un souci majeur. Un V chaud entraîne aussi plus de problèmes. La consommation prématurée d'huile s'explique par l'usure accrue des guides de soupape, entraînant une surconsommation d'huile avec le temps. Avec cette chaleur supplémentaire, ça abîme un peu les plastiques, les conduites d'eau, les conduites de liquide de refroidissement. Tout en fait. Le plastique sous le capot, comme on dit, plastique fantastique, ça veut dire que ces moteurs V8 BMW vont toujours souffrir d'une chaleur excessive sous le capot. La boîte de transfert peut poser problème, ainsi que des problèmes de conduite avec la transmission et des soucis de mécatronique. Le gros problème avec toute cette nouvelle technologie, c'est une autre raison pour laquelle beaucoup de gens détestent vraiment beaucoup de ces voitures. C'est l'excès de technologie, et tous ces systèmes de démarrage et d'arrêt automatique. Les systèmes ADAS, les bugs logiciels, les problèmes de configuration des modes de conduite, l'étalonnage des capteurs, l'ADAS, vous cassez un pare-brise à cause d'un caillou. Tout doit soudainement être recalibré. Et la multitude générale de problèmes, la suspension, les freins, parce que la simple largeur et le poids d'une voiture qui pèse. 2400 ou 2500 kg signifient qu'il y a beaucoup plus de contraintes sur le véhicule, le châssis, les freins, les pneus, tout va s'user prématurément. C'est simplement la règle du jeu. Donc pour une voiture aussi massive et imposante, c'est juste devenu le type de véhicule que je n'aime plus, comme j'aimais les anciennes M5. J'adore les anciennes M5, chacune d'entre elles, pour ce qu'elles offrent. Mais celle-ci est différente, d'une certaine manière. C'est le poids supplémentaire, la sensation de déconnexion, et simplement le fait que la voiture ne ressemble plus à une M5. Pensez à la E39, pensez à la E60. Ce n'est pas la même voiture. J'ai un pote qui a une E39 et j'ai conduit cette voiture plusieurs fois, c'est une voiture pleine de charme. À cette époque, la marque maîtrisait la qualité. Même la 540 pas vraiment une M avait une meilleure courbe de couple et était agréable à conduire. Mais ensuite, pour le 60, certains adorent la boîte manuelle. J'adore la SMG, mais la SMG a bien sûr des problèmes de pompe, d'embrayage, et les pièces ont tendance à s'user un peu plus vite. Autant dire qu'une voiture M ne revient jamais bon marché, mais à quel point peut-on vraiment être déconnecté des sensations de la voiture ? J'ai toujours aimé conduire ces voitures, mais celle-ci est un peu différente pour moi. Cela nous amène au numéro 3 des BMW, les modèles 2026 que j'éviterai comme la peste. Je ne m'en donnerai pas la peine. En plus du simple fait que toute la pléthore de modèles i3, i4, notre i7, tout ça, tu vois ce que je veux dire, non ? Je ne suis pas forcément le plus grand fan de tous les véhicules électriques, exclusivement électriques, de la gamme BMW. Cela dit, leur autonomie est solide. La fiabilité est meilleure que celle de nombreux concurrents. Donc si vous avez besoin d'une voiture électrique, je dirais que BMW est probablement en tête en termes de qualité globale, de durabilité, de fonctionnalité et de régularité. Il y a un modèle en particulier que je ne supporte vraiment pas et que je n'achèterai jamais, c'est l'iX. Ceux-ci sont équipés d'une configuration à double moteur, transmission intégrale et 3 principales versions distinctes. Il y a un XDrive 45 qui vous donne 100 kW, un XDrive 60 qui fait environ 113,5 kWh et un M70 qui vous donne environ 112,8 kWh. La puissance varie de 402 à 536 jusqu'à 650 chevaux. L'autonomie est même assez discrète avec 312 miles pour la version de base, 340 miles pour la version intermédiaire et 300 miles pour la M70. Mais le pire, c'est que la version la plus lourde de ces Ducons pèse jusqu'à 6000 livres, on parle de l'équivalent de 2 Honda Civic neuves. C'est exact. Même les bandes de roulement posent un problème. Je plaisante un peu, mais ce véhicule est très lourd et va totalement à l'encontre de mes convictions. C'était une expérience de conduite légère, amusante, frivole. Ceci n'est rien d'autre qu'un énorme monstre massif, gros, en surpoids et boursouflé.
J.D. Power leur attribue maintenant une note d'environ 77 sur 100, ce qui est typique pour BMW. Rien de révolutionnaire. Consumer Report les juge moyens. Ce n'est pas mieux. Ce n'est pas pire que certains des meilleurs modèles. L'autonomie est bonne, elles sont très rapides, mais cela va à l'encontre de tout ce que j'aime chez BMW. Parmi mes BMW préférés, il y a la série 2, la M240, les M2, compétition, les M3. Toutes ces voitures représentent vraiment ce qu'était BMW, le plaisir de conduire ultime. Cela dit, si vous décidez quand même d'en acheter une, il y a certaines choses à prendre en compte. Des bugs avec Apple CarPlay, des blocages du système iDrive, parfois il redémarre tout seul. Des écrans noirs aléatoires. Oups. Panne du système haute tension et défaut. Certaines bornes publiques ne sont pas reconnues, on ne peut donc pas la brancher partout, seulement à des stations spécifiques. Outre la batterie standard de 12 volts la plus petite, il y a aussi la grosse batterie. La petite est aussi appelée ainsi. Des batteries faibles provoquent des défauts et parfois empêchent de démarrer le véhicule. Problèmes de qualité, grincements et cliquetis sont aussi fréquents. Encore une fois, c'est un nouveau modèle, une nouvelle plateforme, et c'est simplement quelque chose avec lequel vous allez devoir composer. Problème de suspension, frein, comme nous l'avons mentionné pour tous ces modèles. Quel est le thème commun ? Ces véhicules trop larges et lourds imposaient une contrainte supplémentaire, mais à l'époque, ce n'était jamais un problème. Un véhicule de 1270 kg ne sollicitait pas beaucoup les pièces de suspension comme les Silent Block et rotules. Mais ces nouveaux véhicules qui pèsent parfois 2 fois plus que le poids habituel, là on met un poids qu'on verrait normalement sur un F450 qui transporte des marchandises commerciales. Ce poids repose sur une plateforme légère et n'aurait jamais dû se retrouver sur ce type de véhicule. Je ne suis pas intéressé par la lourdeur, le poids, le manque de lien avec l'ensemble de l'expérience de conduite. Certaines BMW, les seules que j'achèterai aujourd'hui, méritent votre attention. Vous cherchez peut-être quelque chose de différent. Pourquoi les BMW d'occasion sont-elles si peu chères ? Je répondrai à cette question, car c'est lié au problème. Après la garantie, certains coûts augmentent. J'espère vous revoir tous très bientôt, tout le monde. On se reparle à ce moment-là. Au revoir.